Grâce à la collaboration d'Hydro-Québec, de la Banque nationale, du ministère de l'Éducation du Québec et du gouvernement du Canada, cette série nous permet d'explorer notre passé et de découvrir nos origines. C'est l'art de la navigation qui m'a provoqué à m'exposer toute ma vie aux ondes impétueuses de l'océan et qui m'a fait naviguer et côtoyer une partie des terres de l'Amérique et principalement la Nouvelle-France. Qui est Samuel de Champlain, qu'on a surnommé le père de la Nouvelle-France? On sait qu'il est né à Brouage vers 1570. Brouage, c'est un petit port sur la côte atlantique en France, non loin de Rochefort. Brouage peut accueillir de 2 à 300 navires. Aujourd'hui, à cause de son envasement, Brouage n'est plus qu'une île au milieu des champs. De la maison où serait né Champlain, il ne reste que les vestiges de ses fondations. On ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Il n'existe pas non plus de lui des vrais portraits. Tout ce qu'on a, ce sont des faux. On ne connaît pas de description physique du personnage. Même le costume qu'on prête à Champlain est faux. Que dire alors de sa coiffure? Brouage, au moment où naît Champlain, c'est une ville protestante, comme La Rochelle. Au XVIIe siècle, La Rochelle est avec Dieppe et Saint-Nazaire un des principaux points de départ pour l'Amérique. Les Huguenots, ou les protestants, comme vous voulez, sont les plus nombreux à cette époque, à la fin du 16e, début du 17e siècle. Ce qui fait qu'on s'est demandé si Champlain n'était pas né protestant, d'autant plus qu'il s'appelle Samuel, un prénom qui était très fréquent chez les protestants. Samuel a un oncle qui est géographe. C'est une profession assez courante à l'époque et qui appelle à voyager. Quel enfant vivant dans les ports d'où partent de beaux navires ne rêve pas de voyage? Le jeune Samuel décide donc de devenir géographe lui aussi pour satisfaire sa curiosité intellectuelle et son goût d'aventure. Il est fort probable qu'il ait accompagné son oncle au Brésil. On sait aussi qu'il a voyagé en dehors de la France avant de venir au Nouveau Monde. Champlain s'engage pour une compagnie de commerce qui a des comptoirs des 2 côtés de l'Atlantique, la compagnie de Pierre Dugas de Mont, à qui le roi Henri IV vient de concéder le monopole de la traite des fourrures en Nouvelle-France. La compagnie de Pierre Dugas de Mont obtient le monopole de traite des fourrures à une condition,
établir des colons sur les côtes, terres et confins de l'Acadie, du Canada et autres lieux. Elle doit aussi voir à la conversion des Indiens. Champlain accompagne de Monts en Acadie, où ce dernier a décidé d'établir une petite colonie. Les Indiens qui vivent dans la région de Port-Royal sont des Micmacs. Les relations entre les Micmacs et les Français établis à Port-Royal sont d'abord excellentes. Les Indiens apportent des poissons et du gibier aux Français qui, parfois, les invitent à leur table. Le train-train de la vie quotidienne s'établit dans l'harmonie. Depuis Cartier, il y avait eu 2 tentatives de peuplement qui avaient échoué. Les Français, à ce moment-là, se contentaient de venir faire soit la traite des fourrures et aussi la pêche à la morue. Champlain n'est qu'un simple passager. C'est pas lui qui dirige l'opération. C'est qui lui donne le temps d'explorer. Il va visiter une bonne partie de la côte atlantique jusqu'à Cape Cod et New York. Malheureusement, il rate l'embouchure du fleuve Hudson. Un fleuve qui n'a pas de nom à ce moment-là parce que ce n'est que l'année suivante que Henry Hudson va le découvrir. Champlain, à 30 ans, est heureux. C'est un capitaine comme Henry Hudson qui, en 1609, explorera un fleuve auquel il laissera son nom. Mais Hudson sera moins chanceux que Champlain. Des membres de son équipage se mutineront et l'abandonneront dans une baie qui porte elle aussi le nom d'Hudson. La Virginie veut s'emparer de l'Acadie française parce qu'elle considère que ce territoire fait partie de la portion de l'Amérique du Nord qui lui a été concédée par le souverain anglais. Champlain va vivre quelques années en Acadie. C'est là qu'il va fonder, par exemple, l'Ordre de Bon Temps pour essayer de lutter contre le scorbut. Mais en 1608, la compagnie perd son monopole. Il faut donc choisir un nouvel endroit pour s'établir. Et aussi, il faut s'éloigner des Anglais qui sont de plus en plus présents en Acadie, dans le golfe Saint-Laurent. Champlain a déjà visité la vallée du Saint-Laurent et il connaît 2 endroits propices à un établissement, soit Québec ou soit l'île de Montréal. Mais Québec lui apparaît comme un port naturel plus facile à défendre, d'autant plus qu'il y a de très belles hauteurs au bord du fleuve. Il s'intéresse à la flore et la faune. La forêt regorge d'animaux sauvages, des connus et des moins connus. Champlain craint de rencontrer une certaine animosité de la part des Algonquiens, les Amérindiens vivant dans la région. Il cherche donc un lieu sûr de tous côtés, ce sera Québec, l'ancien Stadacone. Québec a de plus l'avantage d'être loin des Anglais et près des sources de fourrure. Et c'est pour ça que Champlain remonte le fleuve Saint-Laurent, mais il y avait quand même des gens qui ne voulaient pas que les Français s'établissent à cet endroit-là. Entre autres, les Basques. Les Basques avaient établi depuis longtemps sur l'île qui porte aujourd'hui leur nom un fondoir important de graisse de baleine et un port d'attache commercial tout aussi important. Il y a des gens de Champlain qui vont se faire soudoyer par les Basques et, moyennant de l'argent, ils vont essayer d'assassiner Champlain. Heureusement, le complot sera découvert, le principal responsable sera pendu et sa tête sera installée au bout d'une pique sur le mur qui entoure l'habitation. L'année 1608 marque une date extrêmement importante dans l'histoire du Québec parce que c'est le début de l'habitation continue du territoire. À partir de ce moment-là, il y aura toujours des habitants qui vivront sur le territoire québécois. La première installation des Français à Québec est quelque chose d'assez précaire.
On s'établit sur le bord de l'eau, on coupe des arbres pour faire une clôture en pieux, on construit une habitation avec des planches apportées par des barques. D'ailleurs, on défaisait les barques et on utilisait le bois à autre chose. On va aussi s'empresser de se lier d'amitié avec les Autochtones. Ceux-ci sont invités à examiner l'architecture des Français, à les voir vivre à l'intérieur de l'habitation. Ils sont même invités à des repas copieux au son de quelques musiques étranges. Ça va prendre du temps avant que la population augmente pour une raison bien simple. Faire la traite des fourrures, ça prend peu de monde. Et quand il y a trop de monde, ça coûte cher à la compagnie parce qu'on est toujours sous le régime des monopoles et c'est la compagnie qui doit payer pour ces gens-là. Un habitant, c'est une bouche inutile. Un coureur de bois, celui qui va faire la traite des fourrures, celui-là est utile. Et c'est seulement celui-là qu'on va avoir. Mais les coureurs des bois restent peu nombreux, comme la population de Québec d'ailleurs, qui ne grossit pas assez vite. La traite des fourrures prend un peu d'ampleur, mais c'est loin d'être encore un véritable commerce international. Au début de son séjour à Québec, Champlain n'est toujours qu'un simple engagé. C'est pas lui qui est le grand commandant, c'est pas lui qui est gouverneur de la Nouvelle-France, il ne le sera jamais d'ailleurs. Et par son contrat, il doit trouver des nouvelles sources de fourrure. Il lui faut donc faire des explorations. Il va donc partir vers le sud et il va atteindre un lac très grand auquel il va laisser son nom, le lac Champlain. Les Indiens qui vivent dans la région de Québec et qui vivent dans la vallée du Saint-Laurent, ce sont surtout des Algonquiens. Il y a des Montagnais, il y a des Algonquins proprement dit, un peu plus haut, il y a des Outaouais, il y a des Abénaquis. Et ce sont ces gens-là avec qui Champlain devra faire la traite des fourrures. Et ces gens-là ont des ennemis qui sont les Iroquois. Depuis l'année 1550 environ, les Iroquois se sont unis en une confédération, la Confédération des 5 Nations. Ils représentent, depuis ce temps, la force guerrière la plus puissante de l'Est du continent. Ils ont la réputation d'être les plus féroces et aussi les plus habiles. Et bien avant l'arrivée des Blancs, il y avait des guerres entre les tribus indiennes. Ce n'est pas les Français qui sont à l'origine des guerres entre tribus indiennes. Et Champlain va être obligé, en quelque sorte, de faire alliance avec les Amérindiens qui sont le plus près de l'établissement où il se trouve, c'est-à-dire Québec. Ce qui va l'amener à faire la guerre contre les Iroquois. Il est accompagné dans son voyage par des Algonquins et des Montagnais qui rencontrent en chemin des Iroquois, leurs ennemis héréditaires. Une attaque armée se produit et Champlain se prépare à répondre avec son arquebuse, une arme que les Iroquois ne connaissent pas encore. Comme je les vis s'ébranler pour tirer sur nous, je couchai mon arquebuse et visai droit un des chefs, et de ce coup, il en tomba 2, et un de leurs compagnons qui fut blessé. En épousant la cause des Montagnais, des Algonquins, des Hurons, les Français vont se faire des ennemis mortels, les Iroquois. Et pendant près d'un siècle, ça sera une guerre quasi continuelle entre Français et Iroquois, une guerre très cruelle d'ailleurs. Plusieurs historiens ont reproché à Champlain d'être en quelque sorte à l'origine des guerres franco-iroquoises. Mais on peut se demander s'il aurait été possible qu'il en soit autrement.
Les Indiens avec lesquels Champlain faisait la traite des fourrures, ben, c'était quand même ceux qui étaient le plus près des établissements français. Il aurait été impensable que Champlain s'allie aux ennemis des Indiens avec lesquels il vivait, parce que ça aurait tué la traite des fourrures. Et la traite des fourrures, c'était à peu près à ce moment-là l'unique raison de l'existence de la colonie. Les principaux animaux à fourrure qui font l'objet de la traite, le castor, l'orignal, le chevreuil, le rat musqué, la loutre, l'ours, la martre, le vison. Les Anglais, lorsqu'ils faisaient la traite des fourrures, construisaient un poste de traite et là, ils attendaient que les Amérindiens viennent porter les fourrures et là, on faisait des échanges. Alors que les Français et les Canadiens, par la suite, auront une attitude complètement différente. Ils iront chez les Amérindiens pour faire les échanges-là. Et ça signifiait que les relations entre ceux qui achetaient les fourrures et ceux qui fournissaient les fourrures devaient être beaucoup plus cordiales. Une autre sorte d'échange se fait. Pelleterie contre poudre à fusil. Les Anglais et les Hollandais fournissent déjà des armes aux Iroquois. Les Français sont donc obligés d'en donner à leurs amis. Ceux-ci demandent aussi des chaudrons en cuivre parce qu'ils n'ont que de la poterie et ne peuvent faire cuire les aliments facilement. Ils demandent aussi des couvertures pour mieux se protéger contre le froid. Mais aussi, ils savent que les Français boivent de l'alcool, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils demandent donc, en échange de fourrure, un petit peu d'alcool blanc, de l'eau de vie. Parce que pour eux, c'est un moyen d'entrer dans un monde extraordinaire qui est le monde de l'imagerie. L'ivresse devient pour eux le moyen le plus rapide de basculer dans le monde de l'imaginaire. Mais le clergé ne tarde pas à intervenir. L'alcool est un obstacle à la conversion des Amérindiens. Champlain, c'était pas un guerrier. On l'a vu, c'est un géographe. C'est quelqu'un qui va découvrir un pays extraordinaire et il va s'arrêter et essayer de voir quelles sont les richesses de ce pays-là. Champlain a des idées sur l'avenir de la colonie. Il songe à fonder en un seul peuple les Amérindiens et les Français de la Nouvelle-France pour engendrer un peuple nouveau. Ces visées de développement promettent un royaume à la France, un royaume qui s'étendrait jusqu'à la Huronie, où il s'est déjà rendu. En 1618, il envoie en France un document où il énumère tout ce que la Nouvelle-France peut fournir à la France. Et pour ça, il demande des colons. Il demande qu'on envoie chaque année quelques centaines de colons. Mais on l'a vu, la traite des fourrures demande peu de colons. On est toujours, à ce moment-là, lié avec des compagnies dont le principal intérêt, ce sont les fourrures. Quel marchand accepterait de dépenser des sommes considérables pour des travailleurs qui ne leur rapporteraient rien? En 1629, il y a 80 hommes dans la colonie. Ce sont des hommes de métier, des métiers de base. Charpentiers, menuisiers, maçons, serruriers. C'est peu pour réaliser le grand rêve de Champlain de construire un royaume. Il y a en France un cardinal qui s'appelle le cardinal de Richelieu. Lui est peut-être le premier en France à voir quel peut être l'avenir de ce pays-là. Et il met sur pied une compagnie qu'on appelle la Compagnie de la Nouvelle-France ou la Compagnie des Cent Associés. Un premier contingent part de France pour s'en aller ici. Il y a quelques centaines de colons à bord des navires. Les frères Kirk, navigateurs écossais,
s'empare de la flotte française qui transporte à Québec les premiers colons recrutés par la compagnie. Il somme Champlain de se rendre. Champlain résiste malgré la famine. Bientôt, les frères Kirk sont devant Québec, qui cette fois doit capituler. Pendant 3 ans, Québec sera occupé par les Anglais. En 1634, on repart. Et on repart à ce moment-là en misant sur des agents recruteurs, c'est-à-dire des seigneurs. Le premier, c'est Robert Giffard. Lui, il vient du Perche et il va recruter dans le Perche plusieurs colons. Ils arrivent ici en 1634. Il y a des cloutiers, il y a des bouchers, il y a des Langlois. Ce sont les premières familles canadiennes qui viennent s'établir ici. Il y avait eu auparavant, il ne faut pas l'oublier, un gars qui s'appelait Louis Hébert, que Champlain avait connu en Acadie et qui va décider. C'était un pharmacien, c'est un genre d'apothicaire, et il décide, lui, de devenir colon apothicaire. Il s'installe à Québec en 1617, malgré l'opposition de la compagnie qui ne voulait pas de ce genre d'homme ici. Et il sera le premier à cultiver la terre. Il annoncera ceux qui vont venir par après. Et quand Champlain meurt en 1635, la colonie ne comprend que quelques centaines de personnes. Mais déjà, tout est en place pour que la colonie se développe. À partir du moment où il y a des gens qui décident de s'établir ici en permanence, on va commencer à avoir ce qu'on appelle des habitués, des gens qui vont hiverner ici, qui vont se différencier de ceux qui viennent seulement pour l'administration et qui retournent. Il y a aussi les marchands qui viennent et qui retournent à chaque hiver. À ce moment-là, ceux qui demeurent ici, ils s'habituent au pays, ils vont devenir des habitants. Et c'est là qu'apparaît le mot. Une des raisons qui va inciter les autorités françaises à fournir de l'argent pour le développement de la colonie, c'est qu'on cherche toujours le chemin de la Chine. Champlain va réussir à obtenir une audience et il va dire avec sûreté: « Je prétends trouver le passage de la mer du Sud pour aller à la Chine et aux Indes orientales par le moyen du Saint-Laurent. Avec une croissance rapide de population, je pourrais construire à Québec une ville de la grandeur presque de Saint-Denis, laquelle ville s'appellera, s'il plaît à Dieu et au roi, Ludovica. » Samuel de Champlain meurt le 25 décembre 1635. À ce moment-là, il sait que la colonie pourra lui survivre. Il sait aussi que la traite des fourrures représente l'avenir de la colonie et que l'agriculture naissante va permettre de nourrir les habitants. Les premiers colons importent d'Europe la façon de cultiver la terre. Les animaux de basse-cour arrivent avec les bœufs et les vaches. On importe aussi les céréales. On emprunte aux Indiens de nouvelles cultures, comme celle du maïs et de la courge. Champlain n'aura que quelques escarmouches avec les Iroquois. La vraie guerre va commencer après sa mort, au début des années 1640. Et rapidement, les Français vont se rendre compte qu'il y a diverses façons de faire la guerre. Il n'y a pas seulement la façon européenne, c'est-à-dire les fameuses batailles rangées avec les soldats qui attendent l'ordre pour tirer. L'Amérindien, non. L'Iroquois s'approche comme un renard, se bat comme un loup et disparaît comme un oiseau. L'Amérindien exploite le territoire au maximum. Pour lui, un arbre, c'est un instrument de défense. Pour un Français ou un Anglais, un arbre, il faut le couper pour que l'armée puisse avancer. Les armées en Europe, vous savez, avancent au son du tambour, ça prend un bon chemin et tout le monde avance en rang. Rapidement, l'habitant va oublier les lois de la milice. C'est-à-dire que c'est l'arrêt, c'est l'embuscade. On n'attend pas que l'ennemi soit prêt, on se cache et dès qu'on peut tirer, on tire. La façon de se battre des Canadiens sera beaucoup plus près de la façon amérindienne que de la façon européenne.
le nœud de la guerre n'était pas une opposition entre des humains, entre des Iroquois et des Français, mais bien une guerre économique. Les Iroquois ont commencé à faire la guerre aux Wendat-Hurons uniquement par besoin commercial. Ils ont vraiment commencé à s'intéresser au commerce des fourrures quand les Français ont voulu prendre le monopole avec les Hurons et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient obtenir beaucoup plus chez les Anglais et les Hollandais. Et lorsque Champlain a fait la bêtise en 1609 d'aller tirer dans le front des Mohawks, non pas au lac Champlain comme les gens le prétendent, mais sur la rivière Hudson, de l'autre côté du lac George maintenant, il s'est aliéné la race ou le groupe le plus puissant commercialement, puisqu'il devait, à peine 50 ans plus tard, anéantir complètement la Confédération Wendat-Huron. Les grands perdants dans cette guerre économique, ce sont les Hurons et les colons. Les Hurons vont apparaître aux Iroquois comme étant un obstacle à leur tentative de contrôle complet de la traite des fourrures, aussi bien pour les Français que pour les Anglais. On va à ce moment-là détruire la Huronie. Il va quand même survivre quelques Hurons. Il y a aussi l'habitant, parce que l'habitant, encore là, est un obstacle au contrôle des Iroquois. Et les Iroquois vont s'en prendre aux principaux postes de la colonie, en particulier Ville-Marie, qui est Montréal, et Trois-Rivières. Il y aura des attaques incessantes certaines années. Les colons n'oseront même plus aller au champ sans avoir leur fusil à portée de la main, parce qu'on ne sentait pas venir les Iroquois. À Montréal, à Ville-Marie, on va même développer une brigade canine. On va faire en sorte que des chiens soient capables de sentir la présence iroquoise et de les dénicher derrière les broussailles. Lors des raids iroquois, il arrive souvent que des colons soient faits prisonniers et amenés en Iroquoisie. Le sort qui leur est réservé est pénible. Certains ne reviennent dans la colonie que quelques années après leur capture. Il arrive aussi que des Iroquois soient faits prisonniers et que quelques-uns d'entre eux soient brûlés sur la place publique. Mais un climat de peur va s'installer dans la colonie. Tellement fort que, à la fin des années 550, on craint même d'être obligé de fermer la colonie, d'obliger tout le monde à retourner en France. Heureusement, ça ne se produira pas. Même le poste de Québec va être menacé à son tour. On va attaquer l'île d'Orléans. Et en 1652, à Cap-Rouge, on capture un Canadien. Et la mère Catherine de Saint-Augustin va écrire: il n'y a personne qui soit assuré d'être garanti de la fureur des Iroquois. Pour augmenter les Iroquois, le roi décide d'envoyer ici un régiment complet, le régiment des Carignan-Salières, composé de 24 compagnies. Certaines d'entre elles se sont battues contre les musulmans et ont remporté la victoire. Ils arrivent ici avec des armes modernes et ils sont décidés de rétablir la paix. Permettez que je vous lise la description de leur costume. Un costume qui est quand même assez coquet. Ils comprennent un chapeau noir garni d'un ruban cordon, d'une cravate, d'un juste au corps en bure, du drap de sédan et des hauts de chausses garnis d'aiguillettes. Et les soldats ont les cheveux poudrés, comme c'était la coutume de l'époque. Une telle présence militaire avait de quoi, vous savez, soulever un peu de crainte chez les Iroquois. D'autant plus qu'on va construire 3 forts le long du Richelieu, dont un à un endroit qui va s'appeler plus tard Sorel, parce qu'un des capitaines s'appelle Pierre de Sorel. On va faire aussi des raids en Iroquoisie. La population est un peu disparue dans les bois et là, on va se contenter de brûler les maisons et le maïs qu'on y avait entreposé.
Tout ça va inciter les 5 nations iroquoises à souhaiter la paix. Et le marquis de Tracy va proposer un cessez-le-feu assorti d'une certaine menace. Notre armée partira pour les aller ruiner dans le pays. Le 10 juillet 1667, enfin, la paix va intervenir. Et pour montrer leur bonne foi, les Iroquois vont laisser de leur famille à Québec comme otages. Le régiment de Carignan-Salière considère maintenant que la paix est revenue, que sa tâche est terminée, et on décide de rapatrier en France la plupart des soldats. L'année 1663 marque un tournant important pour la France, mais aussi pour la Nouvelle-France. Le roi Louis XIV, âgé de 25 ans, décide de gouverner personnellement son royaume. « L'État, c'est moi », dit-il. Il entreprend les grands travaux de Versailles, mais n'habitera le château qu'à partir de 1682. Sa cour, composée de nobles, devient de plus en plus nombreuse et elle se fait un devoir d'accompagner le roi dans tous ses déplacements. C'est l'ère des grands projets, aussi bien architecturaux que culturels. La Nouvelle-France n'échappe pas au changement. L'autorité du roi est représentée par un conseil souverain composé d'un gouverneur, de l'évêque de Québec, de quelques conseillers et d'un intendant, Jean Talon. Jean Talon arrive à Québec le 12 septembre 1665. Il a reçu du roi une commission d'intendants de justice, finances et police. Ses droits et ses devoirs forment un ordre de mission très précis. En voici un court résumé, mais qui en dit long. Siéger au conseil de guerre, entendre les plaintes qui vous seront faites sur tous, excès, torts et violences, leur rendre bonne et brève justice, nous informer de toute entreprise, pratiques et menées faites contre notre service, procéder contre tous les coupables, juger souverainement seul en matière civile. Talon décide de faire d'abord l'inventaire des ressources physiques de la colonie. Il veut savoir s'il y a des mines, où sont situées les meilleures terres, s'il y a des forêts de chênes qui pourraient servir à la construction des navires. C'est lui qui envoie à Trois-Rivières des gens pour cueillir des sables ferrugineux sur le bord de la rivière Saint-Maurice. Il envoie même en France une vingtaine de barils de ce sable-là pour savoir si on peut en tirer du fer. Mais il faudra attendre les années 1730 pour que les forts du Saint-Maurice voient vraiment le jour. Ambitieux, Talon vise à l'autosuffisance. Il déclare: Je veux que l'habitant soit capable de s'habiller de la tête aux pieds, qu'il soit capable de se nourrir tout seul, lui et sa famille. Il décide de faire un recensement officiel de la population de la colonie. Il va donc lui-même parcourir tous les établissements de la Nouvelle-France. Il se rend vite compte que la population est totalement disproportionnée. Que le nombre d'hommes est trop élevé par rapport à celui des femmes en âge de se marier. La situation l'inquiète. Le recensement de 1666 donne comme population officielle de la colonie 3215 habitants, soit 2034 hommes et 1181 femmes. Il y a en tout 538 familles. Le personnel religieux compte 96 membres, dont 19 prêtres et ecclésiastiques, 31 jésuites, 19 religieuses ursulines, 23 hospitalières et 4 filles de la congrégation. Chez les civils entre 16 et 20 ans, on compte 153 garçons pour 20 filles. Entre 21 et 30 ans, 455 garçons et 22 filles.
Talon décide, à ce moment-là, de faire venir de France des filles et des femmes capables de s'installer ici et d'avoir des familles. Le recensement révèle donc une disproportion extrêmement grave entre la population célibataire masculine et la population féminine. Le fait qu'il y a eu si peu de femmes en état de se marier, on parle de 45 célibataires, les âges, parmi ces femmes-là, plusieurs sont trop jeunes pour se marier. Les 700 et quelques hommes célibataires sont pleins de vigueur. Alors, la petite histoire prétend que ces hommes-là aimaient bien courir les bois, qu'ils y trouvaient un accueil plus que chaleureux et que parfois même ils pouvaient là-bas contracter des mariages, les plus simples du monde et ramener avec eux des enfants, parfois. Enfin, c'est ce qu'on raconte. D'où l'expression « les sauvages sont passés » lorsqu'apparaissaient dans les villages, dans les petites communautés, des enfants nés de mères inconnues, si on veut. Il faut trouver une solution rapide. Si en Nouvelle-France, on manque de filles à marier, en France, il y a des filles qui ne peuvent pas se marier parce que leur père ou leur famille n'ont pas les moyens de verser la dot, soit en argent, soit en biens, ce que la fille apporte dans la corbeille de noces à son futur mari. Ces filles-là, on va les retrouver dans des orphelinats, entre autres, à la Salpêtrière de Paris. Il s'agit d'un hôpital destiné à accueillir les pauvres de Paris, les filles de mauvaise vie, les enfants abandonnés et les orphelines. En 1660, on y dénombre plus de 10 000 pensionnaires. Et pour toutes, la vie est presque sans issue. Le roi décide donc de verser une dot à celles qui accepteront de traverser l'océan, de venir dans la vallée du Saint-Laurent et de prendre Marie. Ces filles-là devront être acheminées vers les ports d'embarquement, entre autres vers le port de La Rochelle. C'est quand même tout un voyage, vous savez, d'aller de Paris à La Rochelle, entre autres dans des voitures tirées par des chevaux. Certaines d'entre elles en sont à leur premier voyage à l'extérieur des murs. Elles voient la vraie vie pour la première fois. Elles voient des bourgeois, des nobles mener une existence dorée où l'on se promène à cheval en habit de soie, où la table est bien garnie. Elles verront aussi quelle différence il y a entre cette vie et celle de la majorité de la population. Seul le capitaine peut décider de lever l'ancre. En attendant, elles logeront dans des auberges mal famées. Le calme plat, aussi bien que la tempête, le mauvais temps retardent le départ. Lorsque celui-ci est ordonné, on implore la protection du ciel en chantant des cantiques. Malgré la crainte des naufrages ou de la rencontre d'un navire ennemi, elles effectuent leur traversée. Dans une lettre de Jean Talon, on note la petite phrase suivante qui donne un peu l'esprit de l'époque. Sont arrivés 45 bonshommes, quelques filles, 8 chevaux et 2 cavales. Arrivé ici, il arrivait souvent que les filles, en moins de 15 jours, trouvaient un mari parce que les gars célibataires se rendaient soit à Québec où le bateau arrivait, ou, lorsque les filles ne trouvaient pas mari, elles allaient à Trois-Rivières, à Montréal, chez les religieuses. Et là, les célibataires se présentaient parce que les célibataires qui ne se mariaient pas risquaient fort, de par une ordonnance de Jean Talon, d'être privés du droit de faire la traite et du droit de chasse. Un des événements marquants dans la venue des filles du roi, c'est 1668 ou 1669. Jean Talon écrit, nous en avons reçu 135 cette année, et elles sont toutes grosses. Trouver femme, c'était d'abord trouver quelqu'un qui pourrait être utile aux travaux de la ferme, c'est quelqu'un qui pouvait donner naissance aux enfants,
Et c'est quelqu'un qui pouvait entretenir la maison. L'amour n'a pas de place parce que le mariage se règle dans des parfois 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, les laissés pour compte, celles dont on n'a pas voulu au cours des premiers mois sont renvoyées, partagées entre Trois-Rivières et Montréal. C'est peut-être un peu difficile de penser que les femmes de Trois-Rivières et de Montréal, c'était des deuxièmes choix. Mais en fait, c'était un peu comme ça que ça se déroulait. Et l'amour n'avait pas de place, non, bien qu'on peut observer qu'il y a du respect entre les époux. Ces filles veulent épouser quand même un homme qui a du bien, un homme qui est établi et pas un ivrogne, un coureur de jupons ou un coureur des bois. Elles veulent quand même parier sur un homme valable parce que c'est leur avenir qui se joue en 15 jours. Mère Marie de l'Incarnation écrit: On les marie par trentaine. Les hommes les plus avisés commencent à faire une habitation 1 an avant de se marier, parce que ceux qui ont une habitation trouvent un meilleur parti. C'est la première chose dont les filles s'informent, et elles font sagement, parce que ceux qui ne sont point établis souffrent beaucoup avant que d'être à leur aise. Par devant notaire, le dit Charles Allaire a promis et promet prendre la dite Catherine Fièvre par nom et loi de mariage pour sa légitime épouse, comme aussi la dite Catherine Fièvre promet prendre le dit Charles Allaire pour légitime époux. Arrivant mort du dit futur époux avant celle de la dite future épouse, de la dite future épouse avant celle du dit futur époux, les deux futurs conjoints consentent que le survivant des deux prenne leur lit garni, harde, habits et linge servant chacun à leur usage, et le tout franc et quitte de toute dette. Fait passer à Québec en la maison du sieur Bourdon, procureur du roi en l'an 1663, le dernier jour d'octobre avant midi, et on les dit futurs époux déclarés ne savoir écrire ni signer. Qu'est-ce qui était le pire? Trouver un mari ou ne pas en trouver un? Celles qui n'en trouvaient pas étaient rassemblées à la ferme Saint-Gabriel à Montréal. Elles étaient logées, nourries et elles faisaient les travaux journaliers. La vie s'écoulait lentement sous le regard constant des religieuses. Lever à telle heure, coucher à telle heure, repas à telle heure, prière à heure fixe 5 fois par jour. Toutes les nuits sont pareilles. Le mari vaut mieux en rêver, car ce sont les religieuses qui les instruisaient sur la manière d'en trouver un. Les pères de famille dont les garçons ne se mariaient pas avant 20 ans étaient obligés de comparaître devant le greffier pour justifier pourquoi leur fils ne se mariait pas. On a, en 1667, licencié le régiment de Carignan. C'est très important dans l'histoire des filles du roi, puisque presque la moitié des soldats du régiment de Carignan vont décider de rester, de s'installer en Nouvelle-France. Et parmi eux, il y a quelques nobles. Alors, ces demoiselles, tout à coup, dont on ne savait trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas d'habitants de conditions assez élevées pour les épouser, on l'a retrouvé enfin des maris. Et une nouvelle condition vient de s'ajouter à celle qu'exigeait Jean Talon, c'est d'autres demoiselles pour épouser les officiers du régiment de Carignan. Pour faire une descendance aux soldats coureurs de bois, peuplant seul la neuve France, vinrent les filles du roi, qui pour le pays, qui pour l'aventure, selon sa nature, chacune partie, chercher un mari à travers les bois, les vents et les froids et les Iroquois. Les voyageurs qui sont venus en Nouvelle-France au 17e et au 18e siècle ont remarqué que les Canadiens étaient d'une très grande coquetterie, qu'ils étaient insoumis, extrêmement difficile pour
quiconque était en autorité de les contrôler. Sur le plan vestimentaire, les Canadiens vont oser quelque chose qui n'est pas permis en France. Par exemple, certaines couleurs, le rouge, sont des attributs de la noblesse. Les boutons dorés, les plumes, les rubans, les coiffures recherchées. Ce n'est pas permis en France pour certaines catégories d'individus. Et ici, on mélange tout. On a tendance à se conduire, et on le raconte parfois, un peu comme des nobles, un peu comme des cadets de famille, un peu comme on a envie d'être. On va oser aller à l'église en décolleté, même faire la quête. On va provoquer la colère des ecclésiastiques et on va toujours riposter avec beaucoup de hauteur. À la fin de l'année 1671, on se rend compte que l'équilibre démographique est à peu près rétabli. Talon écrit alors aux autorités françaises: « J'estime qu'il n'est pas à propos d'envoyer des filles l'année prochaine, afin que les habitants donnent plus aisément en mariage les leurs aux soldats, qui demeurent habitués et libres. Il n'est plus nécessaire de faire passer ces demoiselles. » Avant la venue des filles du roi, il y avait eu ce qu'on appelle des filles à marier, mais des filles qui n'étaient pas dotées par l'autorité royale. Pendant très longtemps, certains ont affirmé que ces filles-là étaient des filles de mauvaise vie, qu'on avait vidé les bordels de Paris pour peupler la Nouvelle-France. Il y a des auteurs, même des gens du 17e siècle, qui ont contribué à maintenir cette idée-là. Entre autres, le baron de la Hontan, qui séjourne ici dans les années 1680 et qui, dans ses écrits, parle des mœurs très légères de ces gens-là. On envoya de France plusieurs vaisseaux chargés de filles de moyenne vertu sous la direction de quelques vieilles béguines qui les divisèrent en 3 classes. Ces vestales étaient, pour ainsi dire, entassées les unes sur les autres en 3 différentes salles où les époux choisissaient leurs épouses de la manière que le boucher va choisir les moutons au milieu d'un troupeau. Il y avait de quoi contenter les fantasques dans la diversité des filles de ces 3 sérails, car on en voyait de grandes, de petites, de blondes, de brunes, de grasses et de maigres. Enfin, chacun y trouvait chaussure à son pied. Mais en 1640, par exemple, le Père Lejeune, un peu plus tard, Pierre Boucher, démente la chose avec vigueur. Il n'est pas vrai que viennent au Canada ces sortes de filles. Et ceux qui en parlent de cette façon se sont grandement mépris et ont pris les îles de Saint-Christophe et de la Martinique pour la Nouvelle-France. Filles de moyenne vertu, béguines, vestales, tout le vocabulaire sexiste de l'époque est là. Mais les filles à marier et les filles du roi vont quand même trouver leurs défenseurs. Le père Paul Lejeune écrit dans les Relations des Jésuites: On nous a dit qu'il courait un bruit dans Paris, qu'on avait mené en Canada un vaisseau tout chargé de filles dont la vertu n'aurait eu l'approbation d'aucun docteur. C'est un bruit faux. J'ai vu tous les vaisseaux. Pas un n'était chargé de cette marchandise. On peut se demander pourquoi les filles du roi, les filles à marier, acceptaient de quitter la France, de traverser l'océan avec tous les risques que ça comportait, pour venir vivre en Nouvelle-France. Il y avait certes l'idée d'être capable de se trouver mari, mais il y avait surtout l'idée de trouver une nouvelle vie. Ce qu'elles quittaient là-bas, c'était pas très rose. Elles savaient que toute leur vie, elles vivraient dans un genre de couvent, alors qu'elles espéraient trouver au Nouveau Monde une plus grande liberté d'action. Même si elles étaient soumises à un mari, il y avait quand même une vie normale, une vie quotidienne acceptable et peut-être, au bout du compte, le bonheur. Ces commanditaires sont heureux de contribuer à la diffusion des grands moments de notre épopée.